Et bonsoir, bonsoir. Merci de nous retrouver si nombreux, je sais, derrière votre écran, ici à l'École des Arts Joailliers. C'est un grand plaisir vraiment de vous retrouver. On a eu la chance de faire cette conférence en présentiel. Enfin, le retour de notre public. Et je sais que vous êtes nombreux à nous suivre derrière l'écran. On a vu déjà, vous vous êtes connectés depuis toute la France et même au-delà. Donc merci de votre fidélité pour nos conférences ici à l'École des Arts Joailliers, où se passent la plupart et tous nos cours, ici dans cette salle où l'on fait les cours sur la laque japonaise notamment. Mais ce soir, nous allons parler d'un autre sujet, un tout autre sujet, et je voudrais remercier nos modérateurs qui sont derrière l'écran, mais vous avez déjà commencé à discuter entre vous, j'en suis sûr. Ghislain Aucreman et puis Marie-Laure Cassius-Duranton qui sauront répondre à la majorité de vos questions, mais nous prendrons aussi quelques questions à la fin de notre présentation. Donc c'est une conversation que nous allons mener tous les deux, et puis je sais que derrière l'écran, vous aimez aussi discuter entre vous et poser déjà des questions qui nous seront transmises pour certaines à la fin de cette présentation. Donc un sujet sur le diamant, un sujet vaste dont nous allons essayer de parler ce soir, du brut au brillant, c'est-à-dire la façon de tailler, d'appréhender, de comprendre cette matière assez formidable. Et j'ai donc un grand plaisir d'être ici ce soir avec Dhiren Ramsamy, qui est diamantaire, qui est tailleur de diamants, qui va nous parler de son métier, de son travail, de sa passion. Merci beaucoup Dhiren de nous rejoindre ce soir. Merci beaucoup de nous avoir aidé à préparer cette conversation, cette conférence. Merci à la Maison Rubel et Ménaché de nous avoir transmis beaucoup des photos que vous verrez ce soir. Alors, avant de commencer ces 3 points que vous voyez déjà à l'écran, quelques mots, Dhiren, pour vous présenter comment on devient et comment on arrive à ce métier de diamantaire. Alors, bonsoir à tous. Alors, c'est avec grand plaisir que je suis là aujourd'hui pour partager un petit peu de ma connaissance et comment je suis arrivé ici. Alors, je m'appelle Dhiren Ramsamy, j'arrive de l'île Maurice et c'est là que j'ai appris à tailler les diamants. Alors, comment je suis arrivé dans ce métier? En fait, j'avais un grand cousin qui travaillait dans le diamant, qui nous parlait tout le temps de diamant, diamant, diamant. Et à l'île Maurice, le diamant, c'est vraiment rare, c'est impossible d'imaginer qu'on taille des diamants à l'île Maurice. Et à la fin de mes études, j'avais envie de faire ce métier. Et lui qui me dit non, va travailler dans l'administration, tu ne pourras pas faire ça en tant que jeune, c'est pas possible de rester assis pendant 8 heures toute la journée de tailler des diamants. Mais moi, j'ai insisté, j'ai persisté et j'ai réussi à trouver un boulot dans le diamant, du travail dans le diamant. Et j'ai appris sur place dans l'usine, c'est l'usine des Belges qui ont une usine à l'île Maurice, et c'est là qu'ils m'ont appris à tailler les diamants. Et je suis arrivé en France en 99 et je suis tombé sur la Maison Rubel et Ménaché, par chance. Et en 2006, on a ouvert un atelier de taille et à partir de là, on a commencé à faire de la taille du diamant. Et donc on va regarder, là vous avez apporté quelques-uns des matériels que vous utilisez, on va en reparler ensuite. Donc je le disais, 3 points pour cette conférence, présentation qu'on a préparée ensemble. Le premier point sur la compréhension du diamant brut, qu'est-ce que c'est que le diamant, même si je sais que beaucoup d'entre vous connaissez déjà bien cette matière, mais on fera, ça nous permettra de parler des propriétés. En deuxième point, les outils et les étapes de la taille. Quels sont les différents points que vous devez suivre pour obtenir le meilleur diamant taillé? Et puis, nous parlerons dans un troisième point de votre métier, vraiment stricto sensu. Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours diamantaire? Qu'est-ce qui fait que la passion est toujours là toutes ces années durant? Et puis votre relation à la fois avec la matière, mais surtout avec les clients. Alors, pardon, j'ai la zapette ici, c'est moi qui l'ai. Premier point, donc comprendre le diamant brut pardon. Et donc cette première slide où vous voyez quelques images que vous connaissez peut-être déjà, qui est cette forme de diamant brut. Vous voyez à la droite cette image de ces pierres. Eh bien, ce sont des diamants tels qu'on peut les trouver dans la nature. Ils n'ont pas encore été taillés, ils sont presque parfaits, c'est ce qu'on appelle des octaèdres, c'est-à-dire des doubles pyramides avec une base carrée, hein, vous l'imaginez, vous les voyez ici dans ces différentes pièces telles qu'elles sont ici. Et on verra que ça fait partie des diamants qui sont assez faciles à tailler, en tout cas que vous pouvez avoir sur votre établi.
Avant de rentrer vraiment directement dans la taille, une illustration sur la gauche qui parle de cette structure atomique du diamant qui va expliquer la forme macro telle qu'on peut la trouver dans la mine. Et vous voyez, ce sont des atomes de carbone. Le diamant, c'est 100% ou presque 100% d'atomes de carbone qui sont liés entre eux par des liaisons covalentes, des liaisons extrêmement dures. Et vous voyez que si on réduit, et si on avait la possibilité d'aller au cœur de la matière et de voir comment ces atomes sont organisés dans l'espace, en 3 dimensions, eh bien vous voyez qu'ils forment ce petit cube. Et si on enlève toutes les arêtes de ce petit cube, eh bien on va retrouver justement cet octaèdre tel qu'il est présent ici dans une forme avec bien sûr avec des millions, des milliards d'atomes qui composent ce diamant brut ou ce diamant naturel. Les minéralogistes aiment bien utiliser le mot de naturel. Quelques mots encore une fois sur les propriétés, parce que nous allons voir que le diamant, ça ne se taille pas comme n'importe quel autre matériau, parce que le diamant, il a la particularité d'avoir la dureté la plus élevée du règne minéral. Et sa dureté, elle est de 10 sur l'échelle de Mohs, cette échelle qui va donc qualifier, quantifier, proposer une succession des différents minéraux. Donc 10, c'est le maximum. C'est-à-dire que la dureté, ça veut dire que seul un diamant peut rayer un diamant. On parle de résistance à la rayure. Par contre, la résistance à la cassure, c'est peut-être une surprise pour vous, elle n'est pas exceptionnelle, elle n'est pas parfaite. C'est pour ça qu'en deuxième ligne, ici, nous avons indiqué que la résistance est moyenne. Et il y a dans le diamant ce que l'on appelle un plan de clivage. C'est-à-dire que dans notre structure en 3 dimensions de nos atomes de carbone, eh bien, il y a un plan tout à fait particulier de moindre résistance. Ici, il y a un choc qui est appliqué vraiment spécifiquement sur cet angle-là, sur ce plan-là, eh bien, le diamant va se cliver, va se séparer en 2 parties. Et c'est l'image que vous avez en dessous, où l'on voit que cet octaèdre, eh bien, dans ce plan-là, il va pouvoir se séparer en 2 parties. La stabilité est bonne, c'est-à-dire la résistance aux acides, à la température, etc. Et puis quelques autres éléments de densité, d'indice de réfraction, de dispersion, qui vont expliquer les propriétés optiques du diamant, puisque ce que l'on va rechercher dans la taille, ça va être aussi cet éclat. Et vous avez tous vu des diamants taillés. Donc voilà, le diamant, ça brille, et c'est grâce, bien entendu, aux propriétés de la matière. Avant d'aller un tout petit peu plus loin, les 4 C du diamant, vous les connaissez aussi certainement. C'est le moyen de comprendre sa pierre taillée et de pouvoir l'évaluer. Et le GIA, le laboratoire américain, le Gemological Institute of America, a créé cette échelle dans les années 50 avec 4 C, puisque les 4 termes commençaient par la lettre C. Par exemple, C pour carat, c'est-à-dire le poids. Vous savez qu'un diamant et les pierres précieuses, les pierres, les gemmes en général, sont pesées en carats. Un carat égale 0,2 g. Un C pour la couleur, color en anglais, avec une échelle pour les incolores, ce qu'on appelle incolore à légèrement coloré, de D à Z. Une échelle pour la pureté, clarity en anglais. Vous voyez les différents termes. Et puis, ce qui va nous intéresser le plus, et c'est là où vous intervenez, parce que là, jusqu'à présent, eh bien, en fait, c'est quelque sorte la nature qui a fait un gros cristal, un cristal très incolore ou pas. Mais là où la main de l'homme intervient, et là où votre savoir-faire intervient, eh bien, c'est le cut. Et ça va avoir finalement un impact très important. Et je dis finalement parce que quand on est gémologue, quand on est peut-être client, on ne se rend peut-être pas compte de l'importance de ce C-là, mais on va voir à travers les exemples plus tard l'importance vraiment d'une très belle taille. Alors encore une fois, à nouveau, merci pour ces très belles images, parce que c'est rare d'avoir accès au diamant brut. On en a quelques-uns ici à l'école qu'on voit pendant nos cours, mais en tant que gémologue ou en tant que dans le public, je pense que c'est rare pour vous d'avoir eu accès à ces pierres-là. Mais vous voyez qu'elles ont différentes formes. Et donc, Diren, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces formes-là? Comment vous les appréhendez? Alors, là, comme vous voyez sur les 2 images, on a différents types de brutes. Il y en a qui sont triangles, il y en a qui sont des octaèdres, il y en a qui sont des makeable. Alors, qu'est-ce que c'est que... Il y a des pierres marclées aussi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une pierre marclée? Une pierre marclée, c'est une pierre qui a 2 ou plusieurs cristaux d'orientation différentes qui viennent s'accoler pendant la cristallisation. Donc ça veut dire quelque chose pour vous au niveau de la taille?
Au niveau de la taille, c'est très très dur à tailler. C'est des pierres qui sont vraiment quasiment impossibles à tailler, mais on prend beaucoup de temps pour les tailler. Et les pierres makeable, c'est pareil, c'est des pierres qui sont déjà définies dans les formes, qu'on peut faire une pierre. Et les pierres qu'on a dit tout à l'heure, les octaèdres, c'est des pierres qu'on peut soit les scier, et soit les cliver. Donc c'est pour ça qu'on appelle sewable and makeable. Sewable, c'est des pierres sciables, et makeable, c'est des pierres faisables. D'accord, donc déjà, vous, quand vous voyez ce brut-là, vous avez déjà l'idée de ce que vous allez pouvoir faire, et vous avez la capacité de les trier en deux grandes catégories. Plusieurs catégories, oui. On a ici aussi voilà, une très très belle image où on voit ces diamants en triangle ici qui sont sur la droite de l'image. C'est ça que vous appelez les macles. C'est ça les maclés, oui. C'est des flat nut maclés. C'est des pierres qui sont vraiment très très dures à tailler. Et là, vous avez vu que les formes sont déjà prédéfinies. Donc avec cette pierre-là, on ne va pas faire une ronde, on va faire des toroïdiales, des triangles. Et comme vous voyez aussi, il y a d'autres sortes de pierres qui sont noires, qui sont jaunes. Oui. Et ça, c'est la nature qui fait que ces pierres-là, avec le gaz qu'il y a dedans, c'est les couleurs, on peut les définir les couleurs aussi. Et ces pierres-là, vous allez pouvoir... Parce que ça, c'est par exemple ce qu'on peut sortir dans une mine en une journée. C'est par exemple ce qui est trié à la fin de la journée. Est-ce qu'on peut tout utiliser ici? Est-ce que vous allez pouvoir tout tailler? Ah non. Ah non. Par exemple, la grosse pierre noire qui est au milieu, là, c'est Oui. vraiment les impuretés qui sont dedans. Des pierres comme ça, on ne peut rien faire à part faire de la poudre de diamant. De la poudre de diamant qui va nous intéresser ensuite dans votre processus. On a ici, alors là, je crois, deux belles pierres. À gauche, on a, si je ne me trompe pas, une macle. Une pierre maclée, oui, flat nut. Et à droite, cette pierre qui ressemble un peu à une pierre roulée ou peut-être un dodécaèdre. Un dodécaèdre, c'est ça qu'on appelle des pierres makeable. Makeable, donc de l'anglais make to make, Oui. qu'on peut faire, qu'on peut travailler. Oui, Et ça, vous allez l'utiliser en entier. En entier. On ne peut pas scier, on ne peut rien faire avec ça. Donc, ce n'est pas qu'on ne peut pas scier, on peut le scier, mais ça ne vaut pas la peine de scier la pierre. D'accord. Une fois qu'on a compris que vous avez eu accès à votre brut et que vous avez lu, que vous savez ce que vous allez en faire, eh bien, il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre. Il faut les tailler. Vous nous avez produit là une très très belle image et là, on se retrouve à votre place. Oui, c'est votre atelier. Ça, c'est mon établi de travail. Votre établi. C'est mon quotidien. Alors, comme vous pouvez voir, sur cet établi, il y a plusieurs outils de travail. Alors, on appelle ça des pinces. Des pinces. On a un slider là où on pose vraiment la pince pour poser sur le disque. Vous avez un disque. Alors, pardon, je vais juste préciser pour vous qui nous regardez, le slider, c'est ce grand triangle ici. En acier. En acier sur le côté. Hein, oui, voilà, c'est sur l'acier là. On voit ça, c'est un slider. Slider en anglais, ça veut dire glissière. Donc, ça glisse dessus. Et donc, pour tailler un diamant, il faudra un disque. Alors, comme vous voyez, il y a un disque avec un moteur qui tourne 3000 tours par minute. Et ce disque, il n'arrive pas comme ça. Il arrive brut, c'est un disque en acier qui est frotté avec des pores dessus. Et il arrive brut chez nous. Et après, pour tailler les diamants, comme je vous ai parlé tout à l'heure de la poudre de diamant, oui. On prend de la poudre de diamant avec l'huile d'olive et un produit qu'on appelle Diamond Blue, qui est totalement pas toxique du tout, c'est pas trop dangereux pour la santé. On vient faire une pâte avec de la poudre de l'huile d'olive et ce produit, qu'on vient enduire le disque avec. Donc, une fois que ça a séché, on prend un brut industriel, un brut noir, comme on a vu tout à l'heure, qu'on ne peut pas utiliser. On vient brûler cette poudre pour que le disque il devienne comme un miroir, comme vous voyez sur le dessin. Tout reflète dedans. Et uniquement à ce moment-là qu'on peut commencer la première étape de la taille du diamant. Oui, parce que ce que vous disiez, c'est que ça arrive, il y a des pores en fait, et donc là il faut boucher tout ça. Il faut boucher tous les pores, ou bien enduire bien cette poudre, et il faut mettre une certaine quantité, pas trop et ni pas assez non plus. Donc là, votre disque il est prêt, et vous allez pouvoir ensuite, avec tous les systèmes qui vont tenir le diamant, pouvoir polir doucement le diamant sur ce disque qui tourne 3000 tours minute. Si on compare avec les pierres de couleur, c'est extrêmement rapide. Oui. Il y a besoin d'énormément de force et de puissance pour tailler un diamant. Donc là, on voit autour de vous donc votre environnement. On a ensuite une image ici où là, on voit cette pince. Cette pince, oui. Et à gauche, vous voyez qu'est-ce qu'il y a à gauche? Il y a des outils de mesure qui est très, très, très important dans la taille du diamant. Alors, pourquoi on utilise des outils de mesure? Parce que pour garder la plus de matière possible, optimiser un brut au maximum. Parce que
c'est du diamant, c'est précieux et il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Et là, comme vous voyez, à droite, on a une pince avec une pierre dessus. Donc là, je vais vous expliquer un peu c'est quoi les pinces. Donc ça, c'est une pince pour tailler les baguettes, comme vous voyez. Ça s'appelle une pince. Et là, c'est un dope qui vient s'ajuster dessus. On vient visser ce dope dessus, qui fait 360 degrés, comme vous voyez. Et pourquoi 360 degrés? Parce que le diamant, dès que vous posez sa taille pas, il faut avoir des sens de taille. Donc c'est pour ça que ça tourne comme ça. Et là, vous venez, vous posez votre pierre ici, et vous, avec la griffe, vous venez le coincer, et après, on serre pour que ça ne bouge pas. Et après, uniquement, on commence à poser pour tailler. Et un outil très important, une loupe pour regarder les pierres. À chaque fois, il faut vérifier. C'est vrai qu'on reviendra dessus et on vous montrera un tout petit film qui a été réalisé, tourné chez vous, où l'on vous voit, vous passez presque, j'allais dire ça m'a surpris, mais plus de temps à regarder et à mesurer que vraiment à poser et à tailler et à polir sur le disque. Merci. Donc là, ce sont vos outils, c'est ce que vous utilisez tous les jours. Vous l'avez utilisé aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Voilà. Oui. Et donc merci de nous en faire profiter. On voit sur l'image suivante, justement, qu'il y a plusieurs façons de tenir ce diamant-là. Et là, sur la photo de droite, eh bien, vous regardez, tout le temps, vous regardez. Oui. Alors pourquoi il y a plusieurs différents sens? C'est le sens de taille. Donc, je ne vais pas toujours tourner pour ne pas perdre ce sens de taille. C'est pour ça que des fois, je tiens comme ça. Des fois, je tiens comme ça aussi. Comme ça, je garde le même sens. Quand je vais reposer ma pierre, le sens de taille ne bouge pas. Donc, je ne vais pas brûler la pierre ou faire n'importe quoi avec la pierre. Et pourquoi on passe autant de temps à regarder? Parce qu'il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire avec ce brut. Il ne faut pas juste tailler, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on fait. Où est-ce qu'on attaque, où est-ce qu'on laisse un peu pour plus tard. Exactement, on va revenir aux différentes étapes ensuite, mais là sur la photo suivante, j'aimais bien cette photo parce que quand on connaît un tout petit peu ou quand on a vu les pierres de couleur, eh bien on voit qu'elle est sur un dope, mais après tout, une fois qu'elle est cimentée sur son dope, et on le voit ici dans nos cours, pour ceux d'entre vous qui ont eu la chance de faire les cours qu'on a ici à l'école sur l'art lapidaire, on voit, voilà, on la pose sur son dope et ensuite on fait toutes les faces tout autour. Par contre, pour vous, vous avez à chaque fois des systèmes qui viennent tenir la pierre, qui sont tous différents et tous adaptés à la forme que vous voulez faire. Oui, à la forme et à l'opération que vous allez faire sur votre pierre. Donc là, à gauche, c'est une pince où on vient coincer la pierre dessus pour tailler tout ce qui est fantaisie, c'est-à-dire la culasse des rondes, culasse des navettes, culasse des ovales, des triangles. Là, on peut tout faire avec cette pince, mais côté brillantage, culasse uniquement. Et la pince du milieu, c'est pour faire tout ce qui est couronne de toutes sortes de pierres. Là, on vient coincer la pierre dans le pot que vous voyez en dessous et la griffe vient dessus sur la table. Et après, on peut tout faire avec, tout ce qui est couronne de toutes les pierres. Et à droite, c'est pour faire la table des baguettes uniquement. Donc on va regarder sur la slide suivante, parce que vous avez commencé à utiliser des termes. Effectivement, quand on est professionnel, quand on est diamantaire, vous avez besoin de pouvoir identifier chaque partie de la pierre pour en discuter avec vos clients, avec vos collègues. Et donc on voit ici les différents noms. Alors ils sont en anglais, vous utilisez souvent des noms anglais, mais il y a aussi des traductions en français. Et on voit sur la photo, sur le schéma du centre, les trois parties, la partie supérieure, la partie du milieu, et puis la partie inférieure. Vous avez parlé de pavillon, on parle de couronne sur la partie supérieure, le rondiste qui fait le lien entre les deux. Chaque facette a ses noms et ça permet de pouvoir se comprendre. Et vous avez aussi parlé des différentes formes et des différents types de taille. Rapidement, encore une fois, il y a différentes façons de tailler des facettes. Soit vous avez des facettes triangulaires qui sont des tailles brillants, comme par exemple le rond brillant qui est en haut à gauche ici, ou le coussin qui est à droite. Et puis vous voyez qu'il y a des tailles qui ont des longues facettes très allongées, qui sont des tailles à degrés, comme la taille émeraude, la taille à chair. Et puis vous avez des tailles qui mélangent les deux. Princesse, radiant, par exemple, vous voyez des longues facettes et des facettes triangulaires ou losangiques qu'on appelle des tailles mixtes. Donc une fois que vous avez toute cette possibilité, et vous nous avez dit, vous réfléchissez avant à ce qu'on peut faire, vous avez aussi l'aide de plus en plus récemment, de l'informatique et des outils. Oui. Alors là, comme vous voyez, un brut, on ne peut pas aujourd'hui prendre un brut et on dit, allez, on va tailler telle ou telle chose.
Aujourd'hui, il existe des machines, il existe des techniciens qui étudient ces brutes. Donc, pour étudier ces brutes avec cette machine, et la machine vous dit exactement, comme vous voyez sur l'image de gauche, les points verts, c'est les inclusions qu'il y a dans le brut. Oui. Alors, lui, il va vous orienter vers plusieurs solutions. Là, par exemple, il va vous dire faire un cœur qui est pur. Vous allez sortir une ronde, 2 rondes qui est pure. Et en même temps, il va calculer par rapport à la valeur du marché, qu'est-ce qui est vendable. Qu'est-ce que vous allez en tirer un peu maximum de profit de votre brut. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec. Donc, la machine, elle va vous... Une aide à la décision. Aide à la décision. Et comme on peut voir, vous voyez les traits jaunes sur la deuxième partie, c'est que c'est là où on va scier ce brut pour faire plusieurs pierres. Donc là, il vous donne l'image et après, il faut scier là où il va tracer la pierre et vous la sciez pour pouvoir sortir ces 3 brutes dedans. Donc cette première étape, elle est primordiale parce qu'une fois qu'on a scié, qu'on est prêt, ben alors là, on va se mettre sur la meule, on va commencer à tailler. Donc il faut déjà avoir en tête... En tête, qu'est-ce qu'on va faire et l'image que la machine nous a donnée déjà au départ. Ça a été, moi je l'ai vu en fonctionnement cette machine, c'est extrêmement puissant parce que c'est un scanner, ça prend toutes les inclusions, ça vous calcule le prix. Enfin, moi j'ai été très impressionné de voir aujourd'hui cette aide quand on imagine les pierres historiques, elles étaient faites vraiment à la... Mais vous me disiez aussi qu'il y a quand même des brutes, quand c'est un peu gros, eh ben là la machine, elle n'aide plus, c'est l'homme qui... C'est l'homme qui va décider qu'est-ce qu'il fait avec. Il va aller tout doucement, il va faire ce qu'il veut faire avec. Et quand on travaille sur votre établi, eh bien, par exemple, vous avez, ça c'est votre outil de travail, merci de l'avoir fourni, c'est vraiment le plan. C'est-à-dire que quand on vous demande de faire une baguette, eh bien, vous ne la faites pas comme vous le voulez. Il y a un modèle bien précis, il y a un plan à suivre, et c'est ce document que vous suivez, que vous avez mis au point. C'est ça. On a mis au point ça, c'est pas juste qu'un dessin. Et on a travaillé dessus pendant plusieurs mois pour avoir, vous savez, un diamant, tant que ça brille, plus que ça brille, mieux c'est. C'est la brillance qu'on cherche dans le diamant. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé dessus avec les angles. Vous voyez les angles, on respecte ces angles et on respecte le nombre de coupages qu'on met sur une baguette pour que ça envoie cette lumière recherchée aujourd'hui. Alors ça, c'est une recherche qu'on a été fait chez nous, chez Rubel, pour avoir ce type de baguette typiquement de chez nous. Et ce qui m'avait impressionné quand on avait discuté ensemble en préparant, c'est que vous me disiez que cette baguette, si elle est taillée chez vous dans votre atelier, eh bien, ce n'est pas la même qu'une baguette, et vous pouviez la reconnaître, une baguette qui est taillée dans un autre atelier d'une baguette qui est taillée chez vous. Exactement. On peut identifier la baguette, on peut dire cette baguette-là est taillée chez nous ou pas. Parce que chaque atelier taille sa baguette à sa façon. Et vous me disiez même qu'entre vous et vos collègues, parce que vous n'êtes pas seul à travailler dans l'atelier, vous aviez aussi un petit quelque chose. Chacun a sa petite touche personnelle. Il y en a qui fait des facettes un petit peu plus larges, l'autre plus fin, ça dépend. Il y en a qui sont plus efféminés que d'autres. Et même si on a le même plan. Le même plan. On a atteint un tel niveau de précision. De précision, oui. Alors, une fois que vous savez, l'ordinateur vous a aidé, vous avez le schéma de ce qu'il faut faire, eh bien là, on est parti. Et alors, on commence par quoi? Alors là, l'étape de la taille, il faut toujours commencer par la table. On commence à faire la table, c'est une grande facette. Là, on commence à faire notre table propre, c'est par la table que tout part. Oui, alors pardon, je reprécise pour nous, c'est la grande surface qui est sur le dessus. Hein. Exactement, la grande surface qui est dessus. En fait, quand on parle de la table, c'est ça qu'on voit sur une pierre qui est sertie sur un bijou. On ne voit que la table en premier. Donc, on va partir de là, on fait la table, et après, on fait les ébauches de couronne, et après, on fait des ébauches de culasse. Donc, la culasse, c'est la partie qui va dans le bijou, la partie basse qui va prendre de la lumière. Le dessous. Alors là, vous êtes en train de regarder, on voit que la pierre, pour ceux qui sont derrière l'écran, peut-être que vous pouvez zoomer, regarder, on voit vraiment, là c'était presque un brut. C'est un brut, là, oui. C'est un brut, il n'avait pas encore commencé. Non, on n'a pas encore commencé, c'est la toute première étape qu'on va faire sur la pierre. Et déjà, vous êtes en train de regarder, d'observer si on est bien. Oui, si la pierre elle est bien coincée déjà dans le dop, et est-ce que je suis droit? C'est pas, je pose, après je suis travers. C'est trop tard. Le diamètre. En fait, la première étape, j'ai oublié de le dire, de préciser, je prends ma pierre et je vais la mesurer.
Je Oui. mesure le plus gros diamètre que je peux sortir de mon brut et je vais encercler la partie où elle est plus large. Comme Au ça, stylo. je sais, au stylo. Oui. Avec un stylo, je vais encercler et je sais que cette partie-là, ça va être le diamètre de ma pierre. Et après, en fonction de la profondeur de la pierre, je vais voir où est-ce qu'elle est plus profonde pour faire ma culasse, où est-ce qu'elle est moins profonde pour faire ma table. Je vais mettre une croix et à ce moment-là uniquement que je pose la pierre sur mon dope et je vais la serrer. Comme vous voyez ici, là, on Ah, peut merci. zoomer. Merci à la réalisation. Merci Laurent de Vous nous voyez zoomer. le brut, comment il est? Donc, il n'est pas très rond, il n'est pas très carré, il est un peu bizarre. C'est pour ça qu'il faut vraiment l'étudier avant de le poser sur les disques. Exactement. Sur la slide suivante, pour pas vous donner le tournis, voilà, je vous préviens, on a là déjà la table La qui a table est été faite, oui, réalisée. réalisée. Et on voit que le soutien qui vient pincer Oui, la pierre oui, a voilà. changé. J'ai ramené la pince ici pour vous montrer. Comme vous pouvez voir, cette pince, on appelle ça un presse-pot. Donc le presse-pot, la pierre vient dans le trou qui est ici. Je ne sais pas si vous Est-ce le qu'on voyez. arrive à faire le net, voilà, sur la partie qui est à la pointe. Voilà, on y est presque. Voilà. Ah, ah, super, Voilà. merci. Voilà. Voilà, là on voit ce petit outil qui Un vient. petit outil. Donc la table va venir s'asseoir au fond du pot et il va serrer avec le pot. On va serrer, on va mettre ça dedans. Ouais, c'est un étau quoi qui C'est vient. un étau. Ouais. Voilà, ça va serrer pour pas que la pierre parte parce que là, la pierre elle est seule quand on va poser sur le disque. Donc si on peut revenir sur l'image juste avant. Et là, je vais réaliser, comme je vous ai dit, la partie pavillon. Oui. J'ai fait de la table, j'ai fait mon pavillon. Donc le dessous de la pierre. Dessous de la pierre. Et pourquoi je réalise ça? Pour pouvoir faire maintenant la ceinture qu'on appelle le rondiste. Pour Alors, pouvoir voilà. débouter. Voilà. Vous voyez, il y a un côté table, un côté pavillon. Donc je vais coincer ma pierre dans cette machine. Oui. Et avec la meule que vous voyez, la meule va venir frotter ce diamant pour faire un rondiste brut avec. Exactement. Donc là, on n'est plus sur l'autre disque, on n'est pas sur une autre machine. Là, c'est une autre machine qui fait le débruitage, on appelle ça, Et la machine à débrouter. Et c'est semi-automatique là. C'est semi-automatique, oui. On lui rentre les dimensions. On rentre les dimensions. Là aussi, on va optimiser un maximum la pierre. Ce n'est pas la machine qui va définir le diamètre, c'est moi qui vais définir. Oui. Je vais laisser des morceaux de brut pour que moi, après, avec ma meule, je puisse bien venir faster ce rondis. Voilà, au plus près de la forme du brut. De la forme du brut. Et donc sur la slide suivante, on voit que là, vous réalisez les dernières étapes. Là, j'aurais réalisé les dernières étapes, c'est-à-dire le brillantage de la pierre. Donc là, je commence à brillanter ma pierre. Je commence toujours par la couronne et après, je finis par la culasse. Exactement. Et là, on reconnaît l'arrière, hein, le bas de la oui, pierre, bas, le pavillon, oui. Avec justement ces différentes facettes. Là, on est un rond brillant, 57 facettes, classique, oui. qu'on connaît bien et qui est présent sur de nombreuses pièces de joaillerie. Donc là, toutes ces étapes sont réalisées. On a donc filmé, je vous le disais tout à l'heure, chez vous. J'espère que le film fonctionnera bien. Et on vous laisse regarder, on le commentera ensuite ensemble. L'écran est noir, je lance le film, est-ce que ça fonctionne? Voilà. Et on va pouvoir se rendre compte de la vitesse et des gestes qui sont réalisés chez vous, et puis de la dimension, c'était aussi frappant. Oui. Ces toutes petites diamants qui sont taillés avec 57 facettes. Donc là, on voit la concentration. Alors là, ceux-là, ils sont gros déjà. Donc beaucoup d'étapes de vérification, de contrôle. Et là, voilà, c'est encore les toutes petites diamants et on vous voit en train de positionner les pierres. Vous voyez en temps réel, c'est rapide. Hein, c'est quelques secondes sur le disque. Vous observez. Vous faites vos angles, vos réglages. Donc beaucoup d'étapes de mesure de contrôle une fois que la pierre est terminée. Voilà, la dimension extrêmement petite des pierres que vous êtes capable de tailler. Là, on vous voit avec vos collègues sur les disques. Et nous
Vous expliquerez ce geste-là qu'on voit faire ensuite sur le disque de va-et-vient. Là, c'est pour polir les pierres, en fait. Pour polir, pour qu'il n'y ait pas de traces de poli sur les pierres, pour que ça soit propre. On voit voilà, les toutes petites poires, là c'était peut-être des poires. Les étapes de contrôle importantes. Et puis la dimension, c'est aussi étonnant de voir ces toutes petites pierres. Jusqu'à combien, quelle dimension vous pouvez aller? 6 dixièmes 6 dixièmes de diamètre. de diamètre, oui. Pour les pierres rondes. Alors expliquez-nous ce geste-là que vous faites, à quoi il sert, parce qu'on vous voit souvent sur les images. Oui. Et quand on visite les ateliers, on voit souvent ce Alors, geste. ce geste-là, c'est pareil. Imaginez, vous avez taillé votre pierre, après il y a des gros traces de poli, vous allez continuer à l'enlever, vous. Et plus vous enlevez, plus il y en aura. Donc ce geste-là, en fait, quand vous taillez votre pierre, la poudre, elle fait le tour comme ça. Oui, la poudre qu'on a enlevée du qu'on a diamant enlevé. qu'on a taillé, oui. Sur votre disque, elle fait le tour, elle ne s'envole pas, en fait. Elle fait le tour, elle passe sous la pierre, elle revient. Et c'est ça qui fait ces traces de poli. Et nous, avec notre doigt, on met de l'huile de baby oil et on vient faire ce geste et la poudre, elle reste bloquée avec mon doigt. D'accord, les petits grains que vous Les avez petits enlevés, grains, les la poudre. minuscules Oui. microns de poudre, ça vient. C'est mon doigt qui l'arrête, en fait. Il stoppe la poudre et c'est que l'huile qui fait le tour. Et c'est ça on a un beau poli et on enlève moins de matière. Quand on a la chance de visiter ou de voir les images, effectivement, on voit ce geste, mais moi, je ne l'avais jamais compris de cette manière-là. Donc, merci. Et donc, l'importance de cette taille, on le voit ici sur 3 pierres qui sont à droite. Ce sont 3 pierres qui sont rondes, qui sont brillantées. Elles ont les facettes en triangle, en losange. Et pour autant, eh bien, elles ne sont pas pareilles. Ils ont des différences, oui. Elles ont des différences. Donc, chez vous, vous regardez ces 3 images et vous vous dites, mais oui, il y en a une que j'aime moins, une que je préfère peut-être. Je crois que quand on a fait le test, on est au moins unanime. La pierre de droite, on ne l'aime pas beaucoup. Non, pas du tout. On préfère celle de gauche. On préfère celle de gauche et uniquement celle de gauche parce que, comme vous voyez, pour tailler une pierre, je vous disais tout à l'heure, avec la baguette, on a étudié pour avoir la brillance la plus optimale. Oui. Et là, comme vous voyez, les rondes, c'est pareil. Ça a été étudié 10 000 fois. Et comme vous voyez, dans une ronde, la lumière rentre par la culasse en dessous et sort par la table. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la première pierre? C'est une pierre parfaite. Elle a été taillée parfaitement selon les règles. Et on a le schéma, par exemple, à gauche. Donc, ça nous montre le trajet de la lumière. Le trajet de la lumière qui rentre, qui sort. On a beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière. Et la deuxième pierre, qu'est-ce qui s'est passé ici? Dans un petit brut, au lieu de faire le diamètre plus petit, on a fait un gros diamètre, mais on n'a pas assez d'espace pour faire en hauteur. Du coup, on a fait une pierre plate. Oui. Et la pierre plate, c'est pareil, la lumière rentre et sort par le bas. Ça ne sort pas par le haut, ça sort que par le bas. Donc, il n'y a pas de brillance. Donc, la pierre, on appelle ça des pierres mortes. Et oui, on voit d'ailleurs le fond, parce que c'est pour ça que c'est noir, parce qu'on voit le fond. On voit le travers. fond, parce que plus c'est serré, plus ça devient transparent. Et, troisième image, on a un gros brut. On s'est dit, allez, on va optimiser le brut, on va faire une grosse pierre bien profonde. Comme vous voyez, elle est trop profonde, cette pierre. Et là, qu'est-ce qui se passe? La lumière, pareil, elle devient folle, elle ne sait pas où aller, au fait. Elle rentre par là-haut, elle sort par en bas. Donc, ça fait l'effet inverse de la première pierre. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas cette brillance et c'est vraiment pas joli, si vous voyez. Donc, toute l'importance du critère de taille dont on parlait tout à l'heure, qui est sur les rapports de gémologie qu'on voit quand on parle d'un diamant avec ses 4C, eh bien, c'est marqué, le critère de taille, il est excellent, Oui. ou mauvais, ou moyen, faible, etc. Et il y a d'autres défauts, donc les proportions, c'est important, mais il n'y a pas que ces problèmes que vous pouvez rencontrer quand vous taillez un diamant. Alors, quand on taille un diamant, tout à l'heure, je vous disais que votre disque, il faut prendre le temps de l'ouvrir, qu'il devient un miroir. Pourquoi? Pour ne pas retrouver avec ce genre de problème. Là, le problème de gauche, on appelle ça des égrisures. Alors, qu'est-ce que c'est des égrisures? En fait, c'est des morceaux de pierre qui ont été abrasés par le disque. Donc, soit on a trop de poudre sur notre disque, soit il n'y a pas assez. Donc ça, il faut toujours calculer, regarder son matériel bien avant de travailler, parce que là, c'est perte de matière. Oui. Et il faut retailler la pierre pour enlever ces égrisures. Oui, on le voit, hein, l'égrisure, c'est cette ligne un petit peu abîmée, l'arête. L'arête
qui est abîmé, qui n'est pas net. Qui n'est pas vous net, voyez, c'est qui pas est- un fil tout droit. Oui, Ouais. il faut que ça soit vraiment propre comme une lame de rasoir. Et deuxième image, là, c'est les traces de poli. Oui, ces lignes Là, là. on voit bien ces lignes-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, pour polir ça, la facette que vous avez déjà fait, elle va s'agrandir. Et pour la rattraper, il faut Ah oui. retoucher toutes les autres facettes. Donc, c'est une perte de temps et une perte de matière aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment utiliser de l'huile et comme la technique que j'ai moi avec mon doigt pour Oui. enlever les traces de poli. Et à droite, donc, c'est une pierre qui est brûlée. On voit ces petites zones blanchâtres. Alors, je suis désolé, la qualité Ok. de la photo n'est pas optimale, mais vous voyez ces petites zones blanches. Oui, alors là, quand vous posez une pierre sur le disque, rien que la poser, ça fait 300 degrés la chaleur. Oui. Alors, si vous appuyez trop sur votre brut ou sur le diamant, ça chauffe trop et ça brûle la pierre. Et oui, ça brûle la pierre. Et ça devient laiteuse comme ça, comme des nuages à l'intérieur. Oui. Et là, il faut que vous repolissez toute la surface de la pierre. Ouais, donc ce que vous me disiez, c'est qu'il y a vraiment un coup de main. Si on appuie trop, c'est pas bon. Si on appuie pas assez, Ça taille pas. ça Donc, marche pas. Il faut vraiment jauger sa force sur le disque. Et donc vous me disiez que ça s'apprend petit à petit sur le tas, qu'il n'y a pas d'école. Il Et y a donc pas ça de- se fait par l'expérience. Oui, il n'y a pas d'école, ça se fait dans un atelier avec des vrais diamants. Et avec l'expérience, de toute façon, quoi qu'il arrive, un tailleur de diamant brûle une pierre de sa vie pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ah bon, votre patron n'écoute pas ce soir, donc on peut le dire. Votre rôle et votre métier de diamantaire, ça ne consiste pas seulement à réaliser les diamants les plus parfaits, les mieux taillés. C'est vraiment tout un travail, tout un partenariat avec les créateurs, les designers, les joailliers. Vous allez nous parler de tous ces métiers. Oui. Parce que ce qui est intéressant, je trouve, dans votre métier, c'est que nos amis créateurs, designers, eh bien, eux, avec un stylo, ils réalisent des objets, des bijoux qui sont somptueux, qui sont merveilleux. Et pour eux, avec un stylo, eh bien, c'est extrêmement simple de représenter ici une volute, une forme, une spirale, et puis de dessiner des petites logettes qui vont représenter les diamants. Mais ensuite, une fois qu'on a ça, est-ce que tout est réalisable? Oui, tout est réalisable. Ah bah, bravo. Alors, on a deux façons de travailler. On a une façon, comme vous venez d'expliquer ici, et une façon, une pierre déjà taillée, que le joaillier va s'adapter Oui. pour faire sa monture. Et là, par exemple, là, c'est le tailleur de diamant qui doit s'adapter avec la monture. Là, comme vous voyez, c'est une pièce qui est unique. Je dois dire, ce n'est pas une pièce qu'on voit tous les jours, qui a été dessinée. Regardez. Là, il y a une certaine complexité. Oui, on voit là, cette spirale là, qui Cette fait le spirale tour. qui fait le tour. Donc, il y a une certaine complexité. Et nous, il faut qu'on habille ce bijou. Et ce n'est pas juste l'habiller. Il faut qu'il y ait une certaine harmonie. Il faut qu'il y ait un vrai jeu de lumière, un jeu de rayonnage Oui. de toutes les pierres. Et que ça soit joli aussi, que ça représente un peu ce que le dessinateur a essayé de représenter par ce dessin. Exactement, et c'est ce qu'on appelle la taille sur œuvre, c'est-à-dire que comme vous le disiez, chaque diamant, il est taillé spécifiquement en fonction du dessin, en fonction de la place qu'il De la va place, avoir oui. dans le bijou. Et là, vous nous avez fourni, et la maison Van Cleef Arpels nous a fourni cette photo où on voit l'élément justement Oui. de ce dessin-là, cet élément central. Voilà, merci pour le zoom. Et on voit tous ces diamants qui viennent s'adapter spécifiquement les uns aux autres. Et ça, c'est votre travail, le travail de vos collègues, le travail de la taille sur œuvre. La taille sur œuvre, oui. Là, vous voyez, toutes les tables doivent suivre. Toutes les couronnes doivent suivre. Il ne faut pas qu'il y ait des zigzags. Et l'arête de culasse aussi, c'est très important qu'il soit de même longueur partout. Qu'il suit le cheminement. Ça suit le dessin, ça suit. Et vous me disiez que ça se fait pas comme ça se fait étape par étape. Ça se fait étape par étape. Alors, pour faire un bijou comme ça, pour faire tailler des diamants comme ça, il y a 3 étapes. Alors, la première étape, c'est la réunion entre le client, le joaillier et le tailleur du diamant. Donc, on va s'asseoir autour d'une table, on va commencer à poser des questions, des pour et des contre. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, des fois, tout va très bien, c'était très bien préparé. Et on a les explications du joaillier qui nous demande de faire exactement ce que lui, il attend que moi je fais. Ouais, donc le joaillier qui va préparer le métal. Il va préparer son métal, lui. Et lui, c'est lui qui va me guider au fait de mon travail.
On va travailler en collaboration. Il va me guider, il va me dire, voilà, moi je veux ça, 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 ça. Il va me donner toutes ces informations et moi je vais rentrer toutes ces informations dans ma tête. Quand je vais prendre cet objet, et là je vais sortir ces informations et je vais commencer à tailler mes pierres. Je vais commencer par tailler 2 ou 3 pierres, je vais aller le revoir. Comme ça, lui, il va me dire, oui, si c'est go, ok, on attaque, ou si c'est pas bon, on reprend les pierres. Voilà. On a un deuxième exemple ici, vous vous souvenez, sur notre gouaché, avec cette volute là qui vient s'enrouler autour de la ligne de diamant qui forme le collier. Et on a à droite l'élément, un des éléments justement qui compose cette volute et qui est diamanté tout autour. C'est-à-dire qu'on ne voit pas derrière, Oui. mais il y a toute une ligne de diamant et donc il faut qu'elle soit le plus harmonieux possible. Oui. Et donc ça, bien entendu, ça n'existe pas dans le commerce. Vous n'avez pas ces diamants que vous mettez Non. directement dedans. Alors, le diamant, ça ne se tord pas. Comme vous voyez à droite, regardez bien, vous voyez les pierres, comment ils se tordent là-dedans. Et là, c'est une façon spéciale de tailler ces pierres. Donc, Oui. on va les tailler en escalier. Il y aura des petits escaliers. Et ça, il faut que nous, en tant que tailleurs, quand on taille ces heures de pierre, il ne faut pas qu'il y ait... les escaliers sont comme ça. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des jours entre les pierres qu'on voit le métal qui est en dessous. Donc, il y a une technique à faire. Il faut laisser les rondisses les feuilletis un peu plus épais Oui. qui cachent ce jour qu'il y a entre les deux pierres. Et vous voyez très bien la descente là à droite. Les pierres sont en escalier, ils montent une seule autre, mais c'est un effet optique. Ils ne montent pas l'une seule autre. Mais Ah oui, là on est zoomé extrêmement, donc voilà, en fait, ouais. comme vous voyez très bien là. Alors là, pour éviter de voir le métal en dessous, il faut laisser le rondis un peu plus épais. Donc ce qui est formidable, voilà, ici, c'est qu'on voit le niveau de précision et de minutie. Et alors, est-ce que c'est vous qui taillez toutes les pierres d'un seul bijou ou d'une seule pièce, comme ça ici? Oui, chaque tailleur prend une pièce de A à Z. Comme ça, il y a le même travail, à moins qu'il y ait deux personnes qui travaillent pareil. Là, on peut les mettre en binôme. Sinon, c'est un tailleur qui exécute ce genre de projet. Donc on ne peut pas citer toutes les célébrités qui portent les pierres que vous avez Oui, il taillées, y en a, oui. mais on avait choisi cet exemple de travail et de collaboration assez ultime, qui est un travail tout à fait particulier, parce que sur cette pomme de pin, qui est une partie, là on ne voit pas la totalité, on vous la retrouverez facilement, c'est une pièce assez iconique et assez connue de la maison Van Cleef & Arpels, où on voit que justement, on ne voit pas le métal. Là, on ne voit pas du tout le métal. Comme vous voyez, il n'y a que des diamants dessus, Sur les navettes. sur les navettes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? On appelle ça le septième mystérieux. Le septième mystérieux, qu'est-ce que c'est? Au fait, on vient faire deux rainures sur le diamant, sur les côtés. Et après, il y a des rails qui ont été faits préalablement en dessous, que les pierres viennent glisser dans ces rails. Et vous voyez, il y a le métal que en dessous et en haut. Oui, qui viennent Qui vient encapsuler en voilà. fait, hein, des deux côtés. Chaque pierre tient l'autre, en fait. La pierre du dessus tient celui du dessous. Et après, à la fin, il y a le métal qui vient tenir la toute première pierre qui est tout en haut. Alors ça, c'est un exemple assez exceptionnel, parce qu'à la fois, il faut tailler la pierre, mais là, c'est vraiment la collaboration parfaite Oui, avec le joaillier, avec le joaillier. le créateur, le dessinateur, bien entendu, Oui. mais le joaillier qui va venir, lui, faire ses petits rails. Et lui, il va faire ses petits rails pour adapter ses pierres dessus. Et là, si la pierre elle est trop haute, et toutes les pierres doivent être de la même hauteur pour pouvoir faire ses rails. Il ne faut pas qu'il y ait des niveaux un peu au-dessus ou au-dessous. Donc ça, c'est un travail de minutie. Et on vous a vu pendant le film tout le temps utiliser la loupe. Oui. Là, voilà, il faut être extrêmement précis. Quand vous taillez ces pierres-là, vous ne partez pas de brut. Vous partez de pierres qui sont déjà taillées. Là, on part des pierres déjà taillées, pour vraiment aplatir la pierre, pour pouvoir que ces rails viennent s'incruster dans la pierre et qu'on ne voit pas aussi les rails. Non. Ça aussi, c'est important parce que dans le diamant, si vous faites deux saignées comme ça, vous allez le voir tout de suite. Et là, il y a une façon de le faire. Donc il faut adapter la taille spécifiquement. Et spécifiquement pour faire ce genre de projet. Alors, peut-être que la question que vous vous posez ou que vous avez déjà posée à Ghislain et Marie-Laure, c'est quelle est la perte? Parce qu'on a vu qu'on est parti de notre brut, de notre diamant brut, jusqu'à obtenir des diamants facettés de différentes formes, de différentes tailles. Mais alors finalement, est-ce qu'on perd beaucoup de matière? On perd beaucoup de matière. On perd à 45 à 50% de notre matière brute. Même quand on part d'un brut qui est déjà adapté? Adapté, oui. Même qui est déjà adapté, qui a déjà étudié, on perd 45 à 50% de matière. Et alors, qu'est-ce qu'elle devient, cette matière qui est perdue? Vous la récupérez? Ça, tout ce qui est perdu, dès que vous posez la pierre sur le disque, c'est poussière.
Et on ne peut pas récupérer cette poussière. Moi, je pensais que cette poussière, elle servait justement au disque Ouais. d'abrasif. Non, Mais en fait, vous me disiez que non, elle est non. vraiment, elle est perdue. Elle est perdue. Aspirée, il y a des systèmes Oui, d'aspiration. il y a un qui- système d'aspiration et c'est vraiment minuscule. Vous touchez comme ça, c'est de la poussière. C'est de la poussière, on ne peut rien faire avec. On peut rien faire. Vous partez pas avec des kilos de poussière Non, de non. diamants. Si, on respire un peu dans nos poumons, mais sinon. Ça va. Alors ça va, ça on coupera au montage. Merci. Merci beaucoup d'Irène de nous avoir apporté votre vision, votre savoir-faire sur votre métier, sur la façon dont vous taillez les pierres. Ça fait déjà 40-45 minutes que nous en parlons. Je suis sûr que vous avez beaucoup de questions. Nous allons les prendre ensemble. Avant de répondre à vos questions, une nouvelle fois, un grand merci d'Irène. Avec Merci grand plaisir. à la maison Rubel et Ménaché de nous avoir accompagnés sur ces images. Je profite de cette dernière slide pour vous présenter la prochaine conférence qui aura lieu après la trêve d'été, au mois de septembre, sur le thème du saphir, Saphir Art et Sciences, qui sera présenté par Laurent Massy, qui est un grand spécialiste du corindon, du saphir en particulier, notamment, et Marie-Laure Cassius-Duranton, qui est gémologue, professeur à l'école des arts joailliers, que vous avez déjà rencontré dans nos cours ou à travers nos conférences, et qui est avec vous derrière l'écran, qui a déjà répondu à certaines de vos questions. Merci énormément de votre attention. On a quelques instants pour prendre quelques-unes de vos questions. Je me baisse pour récupérer le téléphone sur lequel j'espère que Ghislain et Marie-Laure m'ont envoyé les questions. Ah oui, merci. On a déjà une grande sélection. Il y a beaucoup de questions. Merci à tous. Je les prends dans l'ordre ou je ne sais pas. Combien d'heures de travail en moyenne? Ah, c'est une question pas facile. Combien d'heures pour tailler un diamant? Un diamant, ça dépend. Vous taillez un brut, il faut beaucoup de réflexion. Peut-être une semaine, voire 2, voire 3 semaines. Ça dépend comment le tailleur il réfléchit et qu'est-ce qu'il va faire avec son brut aussi. Et des fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, si on tombe sur une pierre maclée, moi je suis tombé sur une pierre maclée une fois, une table, j'ai mis 2 semaines pour la tailler. Que la table. Juste pour faire Pour la faire table une- bien plate. Et en règle générale, une demi-heure, la table est faite. Ah oui. Et donc là, qu'est-ce qu'il y avait? Une cristallisation C'est particulière? la cristallisation, il y a 2 différentes cristallisations qui se sont rejointes dans cette pierre. Ouais, donc Donc ça commence à tailler, après arrivé au milieu, ça s'arrête de tailler. Ah ouais. Net. Là, il faut repartir de l'autre côté. Ah bah oui, intéressant. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut jamais prévoir à l'avance On ne peut jamais prévoir qu'est-ce qu'on peut avoir des nattes et des nattes, c'est-à-dire des nœuds en fait, Des des nœuds, zones de densité des supérieure. densités supérieures que vous allez mettre beaucoup de temps. Après, il existe des disques diamantés déjà, des diamantés incrustés dans le disque. Et ça, on peut aller vite, mais ça agresse les pierres. Il ne faut pas trop les utiliser, ce genre de disques. Pour prolonger cette question, nous avons une autre question sur quelles sont les meilleures formes pour tailler. Y a-t-il une forme qui est plus difficile que d'autres à réaliser? Ça dépend, je ne pense pas. Non. Pour vous, peu importe. Peu importe. Après, ça dépend. Ça dépend des tailleurs. Il y en a qui aiment bien faire des princesses, d'autres qui aiment bien faire des navettes. Mais quand vous êtes tailleur de diamant, je pense que tous les obstacles sont bienvenus. Est-ce que vous préférez tailler des grandes pierres, des petites pierres? C'est plus difficile les grandes, les petites? C'est pas plus difficile les grandes, mais question de valeur, il y a une certaine valeur à respecter aussi. Et avant de poser cette valeur sur le disque, il faut réfléchir 2 fois. Un peu de stress ou de tension? Beaucoup de stress, beaucoup de tension. La pierre peut sauter, peut taper avec le disque, peut casser. Et il y a des risques. Donc les petites pierres sont beaucoup plus maniables que les grosses. Une question, est-ce que c'est au diamantaire de décider la forme du diamant ou est-ce qu'il reçoit une commande du joaillier? Ça dépend les bruts. Après, si on a une commande, un exemple. Si mon client me demande un ovale, je vais acheter un brut ou c'est plus rapproché de l'ovale. Je ne vais pas acheter un triangle pour sortir un ovale ou une ronde. Donc je vais voir en sorte de la demande et après je vais acheter mon brut. D'accord, mais il y a aussi des diamantaires qui taillent à partir du brut que du rond brillant et qui vendent directement, que les rondes. Oui. ces ronds brillants. Pourquoi utiliser un disque sur lequel on mélange l'huile et le diamant alors qu'il existe des plateaux incrustés de diamants de taille calibrée, a priori plus faciles à utiliser? C'est ce que je viens de dire, les disques diamantés, ça agresse les pierres.
Les disques diamantés, c'est fait pour tailler les makeables, les pierres qui sont dures, les pierres maclées et les pierres nattées. Pas pour tailler les brutes qui sont ordinaires. D'accord, donc vous préférez travailler à partir de votre disque brut. Disque, que j'ai plus poli à mon disque, ma pierre tranquille, pas perdre de la matière, parce que le disque diamanté, ce qu'on parle ici, c'est des disques qui sont vraiment agressifs. Quelle est la plus petite pierre en carat que l'on puisse tailler? En carat, 0,001 centième de carat. 0,01 carat, donc 1 centième. 1 centième de Ah oui. Bon, très bien pour cette information. Avant le scanner, quelle était la taille minimale que pouvaient tailler à l'œil les diamantaires? À l'œil, minimal, c'était pareil. À l'époque, ils faisaient des 8,8 et de 6 centièmes, c'est pareil. Donc des toutes ça existait depuis il y a longtemps, hein, les petites pierres. Oui. Une très bonne question, effectivement. On n'a pas parlé des diamants de couleur, mais on a vu beaucoup de diamants incolores. Est-ce que vous taillez aussi des diamants de couleur? Et est-ce qu'il y a des spécificités pour la taille des diamants de couleur? Oui, j'ai déjà taillé pour Van Cleef des pierres, des vivides, yellow vivid. Et oui, il existe une spécificité pour tailler les diamants de couleur, parce que là, il faut garder la couleur. Ce n'est pas taillé comme des pierres classiques. Il n'y a pas de règle dans les pierres de couleur. Parce que là, on peut mettre des facettes en plus pour garder la couleur ou des facettes en moins pour garder la couleur. Parce qu'il suffit de mettre une facette en trop et là, on perd la couleur. Oui, donc c'est un travail différent. La brillance ou la couleur? La brillance ou la couleur. Donc, le tailleur de diamant qui taille des pierres incolores, ce n'est pas son travail de faire des pierres de couleur. Oui, c'est spécialisé. Soit vous êtes spécialisé dans un type de taille ou... Soit, oui, parce que ça, c'est des spécialistes qui font ça, qui vous sortent des pierres vertes ou des vivides, c'est des spécialistes. J'avais une question que j'ai perdue. Entre les formes de taille, oui, merci. Quelles sont les plus recherchées aujourd'hui? Aujourd'hui, ça commence à changer. Avant, c'était que les brillants ronds. Aujourd'hui, il y a des marchés qui sortent, il y a beaucoup de navettes et des poires qui sont maintenant à la mode. On a une question aussi, beaucoup de questions d'ailleurs, sur la formation. Quelle a été votre formation pour tailler des diamants? Alors moi, ma formation a été vraiment dure. Parce qu'on vous donne une semaine pour apprendre votre outil, la loupe, et tailler une pierre. En une semaine, si vous ne savez pas faire ça, vous sortez. Mais directement sur le diamant, sur le disque? Sur le vrai diamant, oui. Le vrai diamant. On vous apprend l'outil, on a une journée la loupe. Et les 3 jours qui restent, c'est apprendre à tailler la pierre, à réaliser vraiment un brillant. Mais il n'y a pas d'école, c'est sur le terrain. Il n'y a pas d'école, c'est dans les ateliers, soit dans les usines. Et combien d'années, la question qui en découle, c'est combien d'années pour être un bon tailleur? Ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne. Et vous, qui êtes un très bon tailleur, j'étais un très modeste. Au bout d'1 an, j'étais vraiment un ouvrier. Oui. Au bout d'1 an. Au bout d'1 an, tous les jours sur tous les jours sur mais c'est ça, il faut être concentré, être rigoureux, faire sa passion. Parce qu'il y a une très, très belle question aussi qui nous dit, mais quelle est, alors je l'ai perdu bien sûr, voilà, quelle pierre on taille pour apprendre? Est-ce qu'on va directement sur le diamant? On sait que ça coûte cher. Il faut tailler le vrai diamant. Même quand on commence, qu'on a 1 heure de votre première heure? Première heure, sens de taille, il faut savoir. Parce que je vous dis, le diamant, on ne pose pas sur le disque comme ça. Il y a un sens de taille à respecter. Sinon, ça ne taille pas. Et ce sens de taille, on le perçoit, on est obligé, voilà, il n'y a pas de coup d'école pour apprendre le sens de taille? Non, il n'y a pas de coup d'école, non, il n'y a pas. Il faut le sentir? Il faut sentir vraiment, vous pouvez poser ça, commencer à tailler, vous croyez que ça taille, mais en fait, ça taille, prend très doucement. Il suffit de donner un petit à-coup, et là, elles font. D'accord, donc effectivement, il y a un sens de taille, c'est le plus simple. On avait quelques questions intéressantes aussi, je ne sais pas si vous pouvez répondre, sur les diamants synthétiques. Est-ce qu'il y a une différence dans la taille du diamant naturel et les diamants de synthèse? On sait qu'aujourd'hui, sur le marché, on voit arriver des diamants synthétiques. Oui, et moi, je ne peux pas répondre à cette question parce que moi, je n'ai jamais taillé de pierres synthétiques. Parce que dans notre maison où on travaille, les pièces synthétiques ne rentrent jamais. Donc ça, je ne peux pas vous répondre pour l'instant. Bien, merci. On fera des tests. On fera des tests. On en reparlera ensuite. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, une très très bonne question. Alors, si un tailleur de diamant ne peut pas répondre à cette question, voilà. C'est un litige. Au regard de votre expérience longue, d'après ce que j'ai compris, nous dit notre
notre collègue. Oui. Quelles sont les plus grandes qualités requises au métier de diamantaire? Alors, il faut être rigoureux, il faut être passionné, il faut vraiment se mettre à la place du client qui va acheter cette pierre pour pouvoir lui donner entièrement satisfaction. Vous nous disiez en préparant que vous avez passé énormément d'années, c'est pas à moi de rappeler le nombre d'années que vous Oui. pratiquez ce métier, et pour autant vous avez toujours la passion, et pour autant tous les matins quand vous retournez à votre établi, vous avez cette envie Oui. de rendre, de faire plaisir aux clients, d'imaginer la plus belle pierre Oui. pour le client. Mais c'est ça ma fierté, moi, quand je taille une pierre, que la pierre me rende ce que moi, j'ai mis, l'amour que j'ai mis dans cette pierre quand j'ai taillé, et la pierre me le rend, en fait. C'est la brillance qui sort de cette pierre, c'est ça ma satisfaction. C'est ça qui fait que tous les jours, je me lève. Ça fait depuis On n'est pas obligé de savoir, ça fait depuis très longtemps. longtemps. Ça que fait j'ai depuis fait ce très métier. longtemps. Et vous formez d'ailleurs dans votre atelier aussi des jeunes Oui, qui j'ai le arrivent. privilège de former les jeunes aujourd'hui et je transmets ma passion, pareil. Je donne cette envie aux jeunes. Oui, parce que pour avoir rencontré des diamantaires chez vous, mais aussi dans d'autres ateliers, c'est vrai que beaucoup me disent que c'est compliqué de recruter. Oui. Et il y a beaucoup de gens chez vous qui sont d'ailleurs en reconversion, qui ont eu Oui. d'autres métiers avant, Avant qu'ils soient oui. des Des pompiers, on a des pompiers, on d'autres a voilà, d'autres professions, professions qui sont venues, oui. ou Dans des la salle de diamant. sertisseurs aussi. Les sertisseurs qui sont venus tailler du diamant, oui. Et c'est vraiment un autre métier. Mais comme je vous dis, il faut avoir la passion et vraiment cette rigueur de faire ce métier. C'est pas un métier facile. Rester 8 heures là avec les pinces qui Oui, parce que pèsent, c'est lourd. c'est lourd, c'est lourd. C'est lourd, on voit que Et vous ce n'avez pas besoin geste-là, toutes d'aller. les secondes, à pas la besoin salle d'être de sport. regardez-moi. Ah oui. Une autre question, mais on n'est pas obligé de répondre dans le précisément, mais l'atelier est situé où? Parce qu'on n'imagine pas, vous êtes à Paris, Oui, vous n'êtes pas loin de chez nous ici. pas loin de la place Vendôme. On n'est pas loin Oui. de la place Vendôme. Et Oui. vous êtes en plein cœur de Paris. Et oui, on taille du diamant. Il n'y a à pas Paris. seulement en Oui. Inde, à New Oui. York. Non, On non. connaît des grands centres de taille. Oui. Et on n'est New pas les York, seuls, il y a Tel plusieurs Aviv. ateliers à Paris, oui. Et il y a plusieurs ateliers à Oui, Paris. il y a beaucoup même Beaucoup, d'ateliers oui. à Paris, alors qui font ce travail très spécifique que vous faites de la retaille sur œuvre, c'est-à-dire vraiment cette adaptation, Oui. parce que vous nous le disiez, il y a beaucoup de contacts et Oui. d'aller-retour avec Beaucoup les d'études à joailliers. faire avant d'ajuster ces pierres. Exactement. Est-ce qu'on a répondu à beaucoup de vos questions, je crois? Je reparcours rapidement. Ghislain, Marie-Laure, si on a d'autres questions, c'est le dernier moment. Sinon, on vous remercie énormément pour votre intérêt. Merci à nouveau d'Irène, merci pour vos questions. Plaisir. Vous recevrez dans les prochains jours la bibliographie qui accompagne aussi cette présentation pour en savoir plus, pour aller plus loin. Rendez-vous pris en septembre pour parler du saphir à Resciences. Sur les réseaux sociaux, bien entendu, très bientôt pour voir le replay de cette présentation en français. Demain, nous donnerons la même conférence en anglais, traduction en chinois, enfin voilà. Donc retrouvez-nous très vite sur les réseaux. Merci à nouveau, merci de votre attention. Merci d'Irène, à très Merci à bientôt. Merci.